à toutes et tous, merci beaucoup d'être venus à cette session. On a la joie d'accueillir aujourd'hui 3 intervenantes. Madame Claire Fornaro, qui est cadre de santé aux hôpitaux Saint-Maurice, dans le service du docteur Cantero, qui va donc commencer cette session thématique qui s'intitule « Libérer, délivrer, je ne contiendrai plus jamais ». Ensuite, on accueillera Madame Marie-Jeanne Richard, qui intervient en distanciel. Et donc Marie-Jeanne Richard est présidente de l'UNAFAM, mère des personnes concernées. Et enfin, Mathilde Lavet, également en distanciel, qui est psychiatre aussi aux hôpitaux Saint-Maurice dans le service du docteur Kidichian, qui est chargée de mission au CCOMS et qui est investigatrice principale de la recherche AirPsy, et qui nous présentera du coup les hypothèses de recherche de cette recherche. Voilà. Sans tarder, je laisse Madame Claire Fornaro commencer cette session. Je vous passe le micro. Allons-y. Bonjour à tous. Du coup, j'ai préparé un petit diaporama pour imager un petit peu l'expérience qu'on a fait sur nos 2 unités d'ouvrir les portes. Donc, l'idée c'est de vous présenter un petit peu notre secteur, le processus du projet pour pouvoir arriver à l'ouverture des portes dans les unités, l'organisation un petit peu des unités intra-hospitalières, et puis finir sur une étude qui a été faite par un des médecins du service pour sa thèse sur l'impact sur les sorties non autorisées de l'ouverture des portes. Donc notre secteur c'est à l'est de Paris, c'est le pôle 94 G16 qui comprend donc 4 villes qui sont à peu près sur le pourtour du bois de Vincennes. Ça fait un bassin de population d'environ 115 000 habitants. Nous avons sur notre pôle 2 CMP, dont un qui prend en charge aussi les urgences. 7 jours sur 7 et puis jusqu'à 19h le soir. On a 2 unités, 2 équipes mobiles qui vont prendre en charge les adultes et les personnes âgées au domicile pour essayer de prendre en charge précocement la crise. Donc toute cette organisation a participé aussi au projet d'ouverture des portes et au projet global du pôle. Et on a donc 2 unités intra-hospitalières qui ont en tout 14 et 15 lits et une chambre d'isolement. Je vous parlerai par la suite, on en avait 2 et une a été transformée récemment en chambre d'apaisement. On a aussi un hôpital de jour et un CATTP sur l'extra. Donc, le processus d'ouverture des portes. Alors, il a été initié par notre chef de pôle, le docteur Cantero, qui est arrivé il y a plus d'une dizaine d'années sur le pôle et qui a assez rapidement informé les équipes qu'on ouvrirait les portes. On ouvrirait les portes entre les 2 unités d'intra et des 2 unités sur l'extérieur. Donc, le processus en tout a pris 9 mois. Il a été organisé essentiellement par des groupes de parole. Alors des groupes de parole pour les professionnels, des groupes de parole avec les patients autour de réunions qu'on appelle patients personnels et aussi avec les familles. L'idée était de recueillir un petit peu les craintes de chacun et puis de voir aussi quelles améliorations on pouvait espérer de ce fonctionnement et ce que ça allait apporter finalement dans la prise en charge des patients. En gros, les peurs ont été... alors, la peur de la fugue, elle était partagée et par le personnel et par les familles. Le personnel, pour eux, ils ne se projetaient pas sur la façon de pouvoir éviter les fugues des patients, notamment ceux sous contrainte. Et les familles, eux, étaient pareils, assez demandeurs finalement d'enfermement des patients. Ils se sentaient plus rassurés comme ça. Les patients, eux, avaient peur de l'intrusion d'autres personnes dans le service. Donc,
c'était eux dans l'autre sens finalement. Et puis il y avait aussi la crainte par rapport à la circulation des substances psychoactives. Donc voilà, en gros c'était à peu près les inquiétudes. Ce qui avait été amené un petit peu en réponse autour des différentes discussions, c'était ce qu'on attendait aussi de ces portes ouvertes. L'idée c'était dans un premier temps de respecter les droits de la personne à aller et venir, et puis d'essayer de diminuer les tensions, puisqu'il était clair que le fait d'avoir des unités fermées augmentait la tension. Lorsqu'il y avait des moments où les patients voulaient forcer le passage, forcément on arrivait à des affrontements, ou en tout cas des bousculades. L'idée était aussi de responsabiliser les patients par rapport à leur prise en charge, même sous contrainte. On espérait aussi améliorer l'alliance thérapeutique en faisant confiance aux patients, et l'idée aussi était d'améliorer avec tout ça les conditions de travail des soignants. Donc voilà. Au final, finalement la parole a permis d'apaiser les peurs de chacun. Il s'est avéré que finalement il n'y avait pas plus de fugues, donc ça j'en reparlerai un petit peu après, qu'avant avec les portes fermées. On n'a pas constaté non plus de consommation plus importante ou de circulation de produits illicites. Et par contre, un point fort, c'est qu'on a constaté beaucoup moins de violence et de tension dans les unités. Donc en gros, maintenant, les portes ouvertes sont ouvertes depuis 2010 et il a été décidé de les ouvrir de 10h à 18h. Alors ça, les horaires ont été décidés aussi avec les patients en élaborant le règlement intérieur des unités. L'idée, c'était de choisir ce créneau parce que c'était le moment où il y avait plus de personnes présentes et au secrétariat, et dans les unités, et dans les bureaux, un petit peu partout. Ce qui permettait finalement à chacun de jeter un œil sur un patient éventuellement qui commencerait à prendre le chemin de la sortie. Donc, par contre, passé 18h, si les patients reviennent de permission, de choses comme ça, les portes, on leur ouvre, hein, bien entendu. Mais ça avait l'air de convenir à tout le monde. Les patients étaient rassurés aussi pour la nuit, finalement, ils se sentaient plus en sécurité comme ça. Il a été bien spécifié dès le début qu'il n'y aurait pas d'exception et que, quelles que soient les situations, on ne refermerait pas les portes. Parce que finalement, si on se laissait cette solution-là, on trouverait des excuses chaque jour. Un patient agité, un patient qui fugue, tout serait prétexte à pouvoir éventuellement refermer. Ou même l'absence de personnel ou toutes ces choses-là. Donc, les portes sont ouvertes quoi qu'il arrive. Et donc, bien sûr, on hospitalise des personnes en soins libres ou sous contrainte. Alors, notre fonctionnement est expliqué aux patients d'emblée, comme quoi ils sont clairement sous contrainte, qu'ils n'ont pas le droit de sortir sans autorisation. Alors, en fonction un petit peu de... Alors, pour les personnes qu'on prend en charge, qu'on ne connaît pas, on limite forcément les sorties sans être accompagnés. Pour ceux qu'on connaît plus, malgré la contrainte, ils peuvent aller à la cafétéria de l'hôpital qui se trouve en dehors de notre service. Ils peuvent se rendre à différentes choses, mais avec l'autorisation. Toujours dans ce projet-là, c'est pareil, on utilise très peu les pyjamas, qui finalement n'ont pas tellement d'impact sur le risque de fugue non plus, puisqu'on a eu des personnes déterminées qui sortaient en pyjama sans chaussures, et c'est pareil, on n'avait pas plus de différence. Donc les patients sont habillés avec leurs vêtements, et ça se passe bien comme ça aussi. Et là, on en arrive même à enlever les blouses des soignants, qui sont actuellement portés essentiellement par les aides-soignants ou les infirmiers, plus par les psychiatres, ni par les psychologues ou les assistants sociaux. Donc l'idée, c'est vraiment de se libérer de toutes ces choses-là. D'autres choses qui sont mises en place, ça va être de ne pas systématiquement enlever non plus les objets personnels des patients. C'est vraiment au compte-gouttes.
Les inventaires sont faits avec le patient et les raisons, si on retire un téléphone ou quelque chose comme ça, sont vraiment prescrites et expliquées avec le patient. L'idée est vraiment de créer une alliance pour que la confiance soit là, que le patient se prenne en charge, soit responsable aussi de son hospitalisation et que le rétablissement se fasse au plus vite. Nous, en gros, les patients restent une quinzaine de jours. Bon, alors, parfois, il y a des hospitalisations plus longues. Et on a 85% des patients qui, au final, on arrive à prendre en charge en soins libres. On lève assez rapidement les contraintes. Je vous ai mis quelques photos de notre service, en fait. Notre service, nos 2 unités sont au rez-de-chaussée. C'est des bâtiments de plein pied, c'est des sites des bâtiments historiques. On est assez attaché à cette architecture parce que ça permet, ça concourt aussi à la prise en charge et au fait de pouvoir s'ouvrir sur l'extérieur, puisque nos unités, elles tournent autour de patios, un petit peu en U, et c'est dans un grand parc arboré, donc c'est plutôt agréable pour les patients. Du coup, là, sur votre gauche, c'est un des patios, on en a 2 comme ça, ce qui permet aussi que, même le soir, quand les portes sont fermées, les patients peuvent aller fumer dans le patio sans problème. Donc finalement, on limite vraiment les contraintes de déplacement au sein des unités. On a le self, bon là, on a une installation due au Covid, mais avant, ils pouvaient se rejoindre au niveau des tables. Et c'est là où on fait nos réunions chaque semaine, patients personnels. Donc on a vraiment mis l'accent sur les réunions, les groupes de parole. On a un groupe de parole parlant sortie. On a le groupe parole où ils amènent des thèmes, les thèmes qu'ils souhaitent, et on débat pendant 30 minutes autour de ça. Ça permet de rythmer aussi la journée et d'éviter un petit peu les temps creux qui pourraient éventuellement les amener à partir sur l'extérieur. On a aussi beaucoup mis l'accent sur les ateliers thérapeutiques, je en reparlerai après. Alors là, c'est le 2e patio qui est à peu près semblable au premier. Et l'avantage de celui-là, puisqu'on a encore une chambre d'isolement, c'est que la chambre d'isolement donne sur le patio. Donc, lorsqu'on est malheureusement contraint de mettre un patient, on peut quand même faire des sorties dans ce patio-là. Donc, ce qui permet de limiter les contraintes. Et dernièrement, donc là, c'était notre 2e chambre d'isolement qu'on a transformée en chambre d'apaisement. Donc, l'ouverture est toute récente. L'idée, c'est de proposer aux patients, pour un maximum de 24 heures, renouvelable bien sûr, un lieu afin d'apaiser les angoisses et les tensions. Donc il y a de la musique, il y a des lumières, il y a une petite table pour écrire éventuellement, il y a la couverture bleue, c'est une couverture lestée pour le côté enveloppant, un pouf. Et l'idée, c'est que le patient puisse aussi spontanément nous demander à y aller, ou alors sur proposition de l'équipe. Il peut s'enfermer s'il le souhaite dans la chambre. Il y a un verrou comme dans toutes nos autres chambres d'ailleurs. Chaque chambre est équipée d'un verrou intérieur géré par le patient. Il y a aussi une salle de bain où il peut éventuellement se détendre sous la douche. Donc voilà. Au niveau des ateliers thérapeutiques, donc ça c'est notre salle d'ergothérapie qui est très appréciée et qui est ouverte 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Où les personnes aiment beaucoup se retrouver, elles passent beaucoup de temps à faire ce qu'elles ont envie, de la mosaïque à l'écoute de musique, à s'allonger sur un canapé. Voilà, sur la gauche, c'est pour vous montrer un petit peu les couloirs, comme ils sont faits. C'est vrai que du coup, c'est un endroit qui est très lumineux, donc généralement les patients et les familles apprécient l'endroit. On a une salle d'accueil des familles qui permet, maintenant les familles ne rentrent plus dans l'unité dû au Covid, du coup on a créé une salle d'accueil, un salon où ils peuvent voir les patients. Les autres activités thérapeutiques, on a un atelier cuisine, on a un atelier bien-être, on a un atelier corporel,
On a un atelier médiation animale parce qu'on a la chance sur le parc de l'hôpital d'avoir des animaux, des ânes, des vaches, des moutons. Donc on les emmène chaque semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un atelier randonnée dans le bois de Vincennes. Ça, c'est en collaboration avec le service des sports. On a pas mal de choses qui occupent, mais aussi qui permettent la médiation avec les soignants et puis prendre en charge, prendre en compte les angoisses de chacun. Donc voilà. Et donc pour passer un petit peu à... l'idée c'était de savoir finalement est-ce que par rapport aux autres secteurs de l'hôpital, donc on a 4 secteurs, dont 3 parisiens et nous dans le Val-de-Marne, qui sont sur le même site. Et le docteur Ménard a proposé donc de faire une étude observationnelle rétrospective pour essayer de comparer finalement sur les autres unités qui étaient fermées et notre unité qui était ouverte, l'incidence des sorties non autorisées. Au final, elle a retrouvé peu de différences et a permis aussi d'identifier un petit peu les périodes à risque ou les patients plus ou moins à risque. Et on retrouve essentiellement donc les jeunes hommes de moins de 30 ans. Là, à l'heure actuelle, on a effectivement un jeune homme qui déjoue notre attention régulièrement et qui a effectivement 26 ans, première hospitalisation, ça fait 15 jours et il a fugué 3-4 fois. Donc on retourne à domicile, on essaye de créer un lien aussi avec la famille qui nous rappelle quand ils ont le patient qui rentre chez eux éventuellement. On a aussi des bons liens avec la police municipale, les polices municipales de notre secteur qui ont l'habitude de travailler avec nous et avec qui on a fait une formation de prévention sur la représentation des troubles psychiques, ce qui fait que lors des interventions, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas d'excès de violence ou de contraintes. Donc voilà. Clairement, le temps passé avec les patients change tout. Nous, on a sur chaque unité, donc on a 2 unités de 14 et 15 lits, on a pour chaque poste 2 infirmiers, un aide-soignant. Donc ça fait 3 personnes dans chaque unité. Pour chaque matin, après-midi. La nuit, il y a une personne en moins. Et clairement, ça participe à l'accompagnement des personnes. Le fait aussi d'avoir des portes ouvertes, ça nous permet de recruter plus facilement des soignants qui finalement adhèrent plus à ce genre de projet, se retrouvent plus dans un accompagnement plus humain finalement de la personne soignée. Et du coup, à l'heure actuelle, on n'a pas de problème d'absentéisme excessif ni de problème de recrutement. Et on fait aussi un gros travail avec les familles, puisqu'on a un groupe famille chaque mois qui est animé par la psychologue qui est responsable de la thérapie familiale et par notre chef de pôle, et qui permet des échanges des familles entre elles. On a aussi un père aidant famille, qui est un monsieur dont le fils est suivi chez nous depuis longtemps, et qui vient là en soutien aux familles pour essayer d'expliquer la façon dont on travaille, la nécessité de faire alliance avec le patient, de ne pas être systématiquement dans la contrainte pour qu'il prenne conscience des troubles et puis qu'il prenne conscience de l'importance de suivre les traitements, le suivi, voilà. On a aussi 2 pères aidantes médiatrices santé, une sur l'extra et une en intra, qui anime aussi les groupes de parole et qui reçoit les patients afin de discuter avec eux de son expérience, elle, de l'hospitalisation, du suivi. Et pour avoir échangé pas mal avec elle, elle a, effectivement, de mauvais souvenirs de chambres d'isolement, de pyjama, et clairement, c'est important, elle l'a redit avec les autres patients, d'être considéré autrement que comme un malade. Voilà. Voilà en gros notre expérience.